Ok, donc il est 8h30. On va commencer le petit déjeuner en cette matinée du 4 décembre. Donc merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Avant toute chose, même si cet événement est en virtuel, nous vous rejoignons de différents lieux à travers le monde. Puis moi, je vous rejoins personnellement euh, de ce que l'on appelle maintenant le Canada. Je vous rejoins personnellement de Tiohtià:ke, ou communément connu sous le nom de Montréal. C'est un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange pour entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinabeg. Donc, par la présente, je tiens à honorer et reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes des territoires et de l'eau sur lesquels je vous rejoins aujourd'hui. Puis, je tiens évidemment à les remercier pour leur hospitalité qui me permet de me joindre à vous dans de bonnes conditions. Donc, merci à tous d'être ici avec nous. Donc, comme vous le savez, on remercie énormément nos commanditaires et les organismes partenaires des dialogues qui nous permettent d'organiser ce bel événement. Donc, les dialogues pour le climat, c'est 2 semaines de rencontres intersectorielles qui se passent pendant les dates de la COP. Ça offre vraiment une plateforme qui permet d'avoir des échanges et d'apprendre sur les sujets relatifs au COP, mais aussi sur les sujets relatifs aux enjeux environnementaux et climatiques, qu'ils soient internationaux, québécois ou canadiens. Les dialogues, ils ont vraiment pour but de rehausser l'ambition climatique, de sensibiliser à l'environnement et aux négociations climatiques internationales et évidemment de mobiliser la société civile autour des COP. Donc, pour accéder à l'ensemble de nos panels, je vous invite à regarder le lien dans le chat, puis de vous inscrire à travers ce lien-là. Le fonctionnement de cet événement, évidemment, cet événement est enregistré, donc si vous n'êtes pas confortable euh, vis-à-vis de ça, n'hésitez pas à ne pas ouvrir votre caméra. Dans tous les cas, pour l'instant, vous ne pouvez pas, mais dans la période de questions, ce sera possible. Donc, gardez ça en tête. Puis, comment est-ce que vous pouvez poser des questions? Les questions seront prises à la fin du webinaire. On aura vraiment une période de questions d'environ 15 minutes à la fin du webinaire. Cependant, tout au long du webinaire, vous allez pouvoir poser des questions dans le chat et réagir, mettre vos commentaires. N'hésitez surtout pas à le faire. Donc, on se fera un plaisir de répondre à tout ça en fin de panel. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Ravel Savaria qui animera ce panel avec nous. Bonjour, Raphaël. Bonjour, merci Marie. Merci tout le monde d'être présente aujourd'hui avec nous. Donc, je me présente, Raphaël Savaria, je suis chargé de projet au Lab 22, Laboratoire d'innovation sociale et environnementale. Je suis très content de pouvoir animer ce panel pour parler des enjeux de financement climatique à travers l'Atlantique du genre. Moi, j'ai pu participer à la COP 26 de Glasgow à titre de délégué jeunesse. Donc, je fais un petit bonjour à Noémie aussi, qui est déléguée jeunesse de la COSI. Et j'ai pu militer justement aux côtés de Génération Climat Montréal pour avoir des structures démocratiques pour que la voix des jeunes soit entendue au niveau provincial sur les enjeux climatiques. Donc, on a pu travailler depuis la COP 26 par rapport à ça. Et là, c'est un beau moment de revenir un peu à animer ce panel-là. C'était un beau 2 ans plus tard, après la COP 26 de Glasgow. C'est une belle opportunité pour moi de revenir avec vous aujourd'hui. Par rapport à la thématique, je trouve que les enjeux intersectionnels, c'est quelque chose de très important. On apprend de plus en plus le côté social des enjeux climatiques, on en parle de plus en plus, et je trouve que c'est un super moment, en fait, pendant les COP, de prendre le temps pour la société civile de se mobiliser, de réfléchir, de s'informer sur les enjeux, et aussi ben, de faire avancer justement les luttes sociales dans les revendications qu'on peut porter. Donc, les COP représentent un bon moment pour ça. Les recherches par rapport aux questions du genre et les impacts différenciés sont non négligeables quand on parle des changements climatiques. Et ben, justement, je pense que les interventions et le financement doivent prendre en compte les conclusions de ces recherches-là pour les incorporer pour mieux faire face à l'urgence climatique. Donc, c'est un peu dans cette optique-là qu'on a aujourd'hui Denis Côté, analyste des politiques de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, la COSI, qui est actuellement à sa 4e COP. Donc, bienvenue, Denis. Merci d'être là. Sinon, on a par la suite Marianne Sarah Saunier, qui est anthropologue, chercheuse postdoctorale à l'École de travail social de l'Université McGill, qui étudie plus spécifiquement justement les impacts différenciés des changements climatiques et les violences basées sur le genre en contexte de migration climatique.
On va parler justement de quelques cas en Inde. Donc, merci beaucoup, Marianne Sarah, d'être là. Et on a Noémie Lefrançois, ex-volontaire du CECI, donc le Centre d'études de coopération internationale, qui a travaillé sur un projet dans la ville de Paz, en Bolivie, pardon, et qui est chargé de projet en transition écologique pour ma petite boîte verte. Donc, bienvenue, merci d'être avec nous. Donc, on peut se lancer directement avec Denis dans les questions plus d'introduction sur le financement climatique à la COP 28. On va mettre la table un peu sur cette question-là, premièrement. Donc, merci, Denis, d'être là. Et première question, qu'est-ce qui est dit au sein de la COP en matière de financement climatique et qu'est-ce qui en découle vraiment actuellement? Ben, merci, Raphaël. Bonjour à tout le monde. D'abord, peut-être juste pour replacer les choses, la finance climatique, toujours, nous, on en parle d'une perspective de justice climatique. Donc, juste rappeler que la finance climatique, c'est pas de la charité, c'est pas quelque chose que les États font de leur bon vouloir, mais que c'est vraiment une question de justice. C'est en lien avec les responsabilités historiques là, des pays du Nord, notamment dans la situation actuelle. Donc, il y a toute cette idée-là, dans le fond. Donc, un des premiers enjeux dont on parle toujours dans une COP, c'est justement les montants d'argent que le Nord doit fournir aux pays du Sud. Euh, qui malheureusement ont fait, il y a des beaux engagements, puis ça a toujours l'air impressionnant parce que c'est à coût de millions et de centaines de millions et tout ça, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que de manière générale, les sommes engagées ou promis, qui sont même quand elles sont promises, elles ne sont pas toujours versées. Elles ne sont vraiment pas à la hauteur de ce qui est nécessaire, de ce qui est attendu pour que les pays du Nord fassent justement leur juste part là-dedans. Donc, c'est toujours un peu la trame de fond si vous voulez, des discussions sur le financement climatique là, à la COP. Un autre enjeu qu'on voit notamment dans les négociations présentement, c'est toute la question du public et du privé, c'est-à-dire que souvent les pays vont s'engager à fournir certains montants là, donc, pour l'adaptation, l'atténuation au changement climatique. Mais un argument qu'on entend là, dans les négos, c'est beaucoup, ben, il y a des limites à ce que le public peut fournir, puis il faut que le privé contribue et tout. Malheureusement, c'est difficile quand on veut que le privé contribue. Les entreprises fonctionnent, leur base, leur bottom line, comme on dit en anglais, c'est toujours le profit. Donc, c'est difficile de les faire investir, disons, dans des solutions climatiques qui ne génèrent pas nécessairement de profit pour eux. Donc, c'est toujours plus difficile de travailler avec cette question-là du financement du privé. Puis, il y a tout un pan, disons, des pays du Sud qui, eux, ce qu'ils demandent, c'est en fait que les plus riches soient taxés, puis que pour que les gouvernements aient justement davantage de fonds à pouvoir investir là, en finances climatiques. Donc, l'idée, c'est pas de demander la bonne volonté des entreprises, mais c'est de les taxer et d'utiliser cet argent-là, notamment pour contribuer au financement climatique. Une autre discussion qui est toujours d'actualité à la COP, c'est toute la question entre le financement de l'atténuation euh, et de l'adaptation. Donc, on remarque toujours un décalage. Normalement, le financement devrait être 50-50, c'est-à-dire que 50 devrait aller à l'atténuation des changements climatiques et l'autre 50 à l'adaptation. Et ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt, même par exemple, dans le financement canadien, jusqu'à récemment, c'était à peu près 70 qui allait à l'adaptation, à l'atténuation versus l'adaptation. On s'est engagé à 40 mais on n'est pas encore là. Puis même l'année passée, il y a un rapport qui est sorti, puis on a vu que le pourcentage d'argent consacré à l'adaptation a même un peu diminué à l'échelle mondiale, ce qui est dramatique parce qu'en fait, les pays sont aux prises avec des problèmes d'adaptation maintenant, là, pas dans 10 ans. On est déjà aux prises avec ça et tout le temps, tout le retard qu'on prend dans le financement là-dedans, là, ça va créer des besoins encore plus grands euh, par la suite. Euh, un autre enjeu dont peut-être vous avez entendu parler dans les derniers jours, parce que ça a été un gros truc à la COP, là, donc le fameux fonds pour les pertes et dommages. Donc, ça a été un sujet de discussion important. Ça va l'être encore, parce que même si d'un côté, on est content que le fonds a finalement été opérationnalisé, si vous voulez, mais il reste certains enjeux. Par exemple, il va être hébergé à la Banque mondiale, c'est pas ce que les pays du Sud demandaient. Il y a toute une histoire avec la Banque mondiale, là, d'endettement des pays du Sud et qu'on ne veut pas répéter. Fait qu'il y a toute cette crainte-là. Puis on a tous des
questions par rapport à la gouvernance, l'éligibilité des pays et tout. Donc, les discussions ne sont pas terminées là-dessus, mais c'est un gros morceau de cette COP-ci. Puis je dirais aussi peut-être juste un cinquième dernier, là, je vais arrêter là pour cette question-là, mais la question de la juste part. Puis j'arrive justement d'un panel où on vient de publier un rapport sur donc des groupes de la société civile qui ont fait un rapport sur qu'est-ce que c'est, dans le fond, la juste part des pays du Nord en termes de réduction de leurs propres émissions, mais aussi en termes de financement climatique, parce que l'idée, c'est que la responsabilité de certains pays, on pense aux États-Unis, aux pays européens, au Canada, est tellement grande que même en réduisant les émissions à zéro, on ne fait pas complètement notre juste part. Donc, ce qui manque, en fait, c'est de là que vient un peu le financement climatique, c'est-à-dire que les pays qui ne peuvent pas faire leur juste part simplement en réduisant leurs émissions à zéro doivent contribuer à aider les pays du Sud qui, eux, ont besoin de ressources pour arriver à atténuer et s'adapter au changement climatique. Donc, c'est toujours une discussion, notamment dans le milieu, dans le réseau canadien qui est toujours actuel. On parle beaucoup de la juste part du Canada et aussi de la juste part du Québec. Donc, il y a des recherches qui ont été faites pour montrer qu'est-ce que c'est que cette juste part-là et on est encore loin de l'avoir atteint, malheureusement. Ça fait un peu écho à justement tout ce concept de dette historique. C'est pas nécessairement seulement là, par rapport au poids démographique ou la quantité de GES qu'on émet actuellement, mais c'est aussi le concept de dette historique, donc depuis l'industrialisation. Donc, merci pour cette première réponse. Sinon, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme progrès? C'est quoi les grands progrès qui ont été faits en termes de finances climatiques récemment? Ben, récemment, en fait, peut-être même pas récemment, mais depuis longtemps, en fait, peut-être un des progrès ou des trucs les plus importants à se rappeler, c'est le fait que les pays se soient entendus sur l'idée d'une responsabilité commune et différenciée qui est à la base de la question du financement climatique. Donc, cette idée que tous les pays ont la responsabilité de faire quelque chose face à la crise climatique, mais que tous n'ont pas la même responsabilité. Donc, il y en a qui ont une responsabilité plus grande et c'est ceux-là qui doivent contribuer davantage à la finance climatique. Ben, peut-être récemment, si vous voulez, au niveau canadien, par exemple, il y a quand même eu le Canada a quand même récemment doublé son enveloppe de financement climatique. Donc, on est passé d'à peu près 2,6 milliards sur 5 ans à 5,3. Donc, il y a quand même eu un doublement. C'est encore loin de la juste part, il faut s'entendre. Mais au moins, il y a eu des progrès là, dans ce sens-là. Il y a eu une augmentation. Puis peut-être, présentement, à la COP ici, là, peut-être c'est ça, le plus gros morceau qu'on a eu jusque dans les premiers jours, là, ça a été vraiment, c'est ça, l'opérationnalisation du fonds pour les pertes et dommages. Maintenant, il faut justement que c'est joli, là, c'est le fun, la création du fonds, on est content, mais il faut que les pays mettent de l'argent dedans conséquent aussi de façon conséquente avec les besoins. Là, la contribution du Canada là, de 16 millions c'est définitivement pas assez. On espère que c'est juste une première annonce qui en aura d'autres, mais pour l'instant, c'est pas c'est beaucoup plus bas que, par exemple, même l'Italie qui a déjà promis 100 millions. Donc, déjà, il y a un écart quand même qui est assez grand. Alors, mais c'est quand même un gain, là, un progrès, là, le fait qu'on a été capable d'opérationnaliser, de créer ce fonds-là, parce que vous savez qu'à la COP, ce sont des décisions consensuelles, donc c'est pas toujours facile d'arriver à s'entendre. Le fait que ça existe, c'est déjà une bonne nouvelle là, en soi. Mais merci beaucoup, Denis, pour cette introduction. Donc, on a une meilleure idée de c'est quoi le financement climatique et un peu où est-ce qu'on en est présentement. Donc, on part de très loin, mais quand même, on avance tranquillement. Par la suite, ben, j'aimerais ça qu'on aille plus vers Marianne Sarah pour un peu plus orienter les questions du genre à travers cette question-là du financement climatique. Donc, merci d'être avec nous et je te laisse la parole. Super, ben merci pour l'invitation. Je suis bien contente d'être là pour aborder un sujet qui est pas dont on parle de plus en plus, mais qui est pas quand même pas si connu. C'est pas tout le monde qui est vraiment comprennent réellement le lien entre les inégalités de genre et la question climatique. Donc, effectivement, si on est pour parler de financement, c'est important de comprendre les impacts différenciés des changements climatiques, l'impact social. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Mais parmi les populations qui sont les plus touchées, ben, généralement, c'est les plus vulnérables et les femmes en font partie. Donc, tu sais, c'est connu, en fait, durant les problèmes sociaux, par exemple, comme on a connu avec la pandémie, dans une crise sanitaire,
ben, généralement, ce sont les plus vulnérables qui écopent. On l'a vu, nous, avec la COVID-19, les riches sont devenus plus riches, les pauvres sont devenus plus pauvres. Mais c'est la même chose aussi avec la crise climatique. On voit le même écart se proposer. Les femmes représentent quand même 60% des personnes qui souffrent de la faim, 70% des personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc, nécessairement, ce sont celles qui font généralement, qui sont les premières là, vraiment à souffrir des changements climatiques. Moi, dans mes recherches, je me suis vraiment concentrée sur l'Asie du Sud. Là. J'ai fait tout mon doctorat en Inde, mon post-doctorat aussi. Et je me suis intéressée vraiment, comme tu m'as présenté, là, sur la violence basée sur le genre en contexte climatique. Ça, je vais en parler, surtout en contexte de migration climatique. Mais pour comprendre vraiment l'impact que ça a sur les femmes, il faut comprendre un peu comment est-ce que les rôles sont genrés et puis comment est-ce que souvent le travail des femmes est associé à l'environnement. Les femmes développent un rapport différent aux hommes face à l'environnement en raison des tâches qui leur sont dévolues. Comme par exemple, ici, c'est particulièrement intéressant de s'intéresser aux femmes en Asie du Sud parce que c'est en Asie du Sud que les changements climatiques, par exemple, sont les plus dramatiques. Quand on regarde aussi les statistiques, ben, on se rend compte, c'est assez surprenant que, par exemple, on estime qu'entre 80 et 90% de toutes les victimes des cataclysmes climatiques, je pense par exemple à des cyclones, à des inondations, ce sont des femmes et des enfants. Donc, comment expliquer que ce soit elles les victimes davantage que les hommes? Ben, ça s'explique vraiment dans des dynamiques sociétales qu'il faut prendre en compte quand on aborde les changements climatiques puis quand on aborde l'aide qu'on offre en contexte climatique. Donc, par exemple, si on prend, par exemple, l'Asie du Sud, mais c'est la même situation pour ailleurs dans le monde, on sait que les rôles entre les hommes et les femmes sont très genrés. Donc, c'est-à-dire que souvent, les femmes sont plus recluses à l'espace privé, les hommes plus à l'espace public. Ça veut dire qu'ils vont avoir un emploi, ils vont sortir de la maison, ils vont travailler. Les femmes, de leur côté, vont davantage travailler à faire à manger, à s'occuper des personnes à charge aussi. Donc, les parents, par exemple, qui sont vieillissants, les enfants. Ça implique de faire à manger, de s'occuper de la maison. Donc ça, ce sont des tâches qui impliquent souvent l'environnement. Par exemple, aller chercher du bois, aller chercher de l'eau, de la nourriture, payer aussi la nourriture. Donc, en temps de crise climatique, ben, c'est sûr que ces tâches-là, nécessairement, elles impactent davantage les femmes parce que c'est les femmes qui doivent s'occuper de ces tâches-là. Ça a un impact sur leur quotidien, comme par exemple, si on pense à aller chercher de l'eau, ben, en temps de sécheresse, ça peut impliquer de marcher encore plus longtemps pour aller chercher l'eau. Ça implique non seulement une charge de travail qui est plus grande face à toutes les charges qui deviennent plus importantes, mais ça implique aussi une certaine vulnérabilité face à leur sécurité physique et sexuelle, parce qu'elles s'éloignent de leur réseau social, de leur village, ça les rend plus vulnérables à leur sécurité. Donc ça, déjà, c'est un exemple. Ce lien-là a été vu à de nombreuses reprises, là, les femmes et l'environnement. Par exemple, les premiers mouvements écoféministes, ils viennent de l'Inde, en fait. C'était le mouvement, par exemple, Chipko, qu'on a vu il y a environ 300 ans. C'était durant une grande période de déforestation. Les femmes, elles, qui avaient besoin de ces arbres-là pour faire survivre leur famille, pour faire du bois, pour faire à manger, ben, elles ont décidé de s'enchaîner, d'entourer les arbres pour qu'on évite de les couper. Donc, c'est un des premiers mouvements écoféministes, mais ça montre aussi que les femmes vont avoir tendance à se mobiliser pour l'environnement. C'est important pour qu'elles puissent prendre soin de leur famille. Un autre élément qui est intéressant pour voir un peu le lien entre les femmes et le changement climatique, c'est quand on regarde un peu les statistiques des personnes qui s'occupent des terres dans les pays non occidentaux. Donc, on estime aujourd'hui qu'entre 70% et 80% des terres agricoles non occidentales sont tenues par des femmes de manière informelle. C'est-à-dire que généralement, ce sont des femmes qui sont recluses à l'espace privé, elles ne peuvent pas avoir un emploi qui est rémunéré, mais par exemple, elles vont souvent être utilisées comme main-d'œuvre à la maison pour aider, pour pallier au travail de l'homme à la terre, ce qui fait que les femmes sont une main-d'œuvre, mais non officielle, elles ne sont pas payées pour. Donc, ça se rajoute à tout le travail à la maison qu'elles font. Mais dans les communautés les plus pauvres ou suite à un cataclysme climatique, par exemple, ça arrive souvent que les hommes sont amenés à devoir travailler, se trouver un autre travail alternatif en ville, par exemple, ce qui fait que les femmes sont tout seules à s'occuper de la terre. Elles deviennent vraiment les responsables à s'occuper de tout par elles-mêmes, et pendant que l'homme est parti.
Mais ça a un impact parce que à ce moment-là, c'est elles qui vivent de front les changements climatiques quand il y a des sécheresses, quand il y a des inondations, par exemple, sur la Terre, mais elles ont généralement très peu d'agentivité parce que elles peuvent pas prendre de décisions sur la Terre. Généralement, par exemple, si je pense à l'Asie du Sud, les femmes n'héritent pas des terres, donc elles sont pas propriétaires. Elles peuvent pas prendre de décisions sur la terre auquel elles s'occupent. Il y a aussi beaucoup de femmes qui n'ont pas de papier d'identification en Asie du Sud pour toutes sortes de raisons, mais souvent ça implique par exemple qu'elles n'ont pas de téléphone parce que ça prend des cartes d'identification pour avoir une carte SIM par exemple. Ce qui fait que parce qu'elles n'ont pas de téléphone, mais quand il y a une catastrophe climatique qui est à l'horizon, le besoin de devoir s'enfuir de la Terre pour des raisons de survie, ben, elles sont tenues à l'écart des réseaux d'information, donc elles ne sont pas retenues à temps. Ça a un impact sur leur sécurité. Je vous disais tantôt qu'il y a une statistique qui est sortie comme quoi les femmes étaient davantage les victimes durant les grands cataclysmes. Mais on a réalisé que durant un grand tsunami qu'il y a eu en 2004 en Indonésie, 90% des gens qui étaient décédés, c'était des femmes et des enfants. On a essayé de comprendre un peu pourquoi, mais ça rejoint un peu ce que je dis. Comme par exemple, dans les raisons qui ont été mentionnées, on estime que les femmes étaient seules sur les terres, par exemple, mais elles attendaient qu'on vienne les sauver. Puis une des raisons, c'est parce que, par exemple, si je pense à l'Asie du Sud, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas le droit de sortir sans chaperon, par exemple. Elles sont toujours accompagnées d'un homme pour sortir de la maison. Donc, elles se sentaient pas à l'aise de quitter, tout simplement, puisqu'elles ne l'avaient jamais fait de leur vie, de quitter seules la maison avec les personnes à charge. Donc, elles attendaient d'être sauvées, ce qui n'est jamais arrivé. Aussi, dans certaines régions du monde, on n'apprend pas aux femmes à nager. Donc, c'est déjà plus dur d'être capable de s'enfuir, de se diriger vers un endroit qui est plus sécuritaire. Aussi, on sait que dans tout ce qui est charge mentale, travail reproductif des femmes, ce sont généralement les femmes qui s'occupent des personnes à charge. Donc, quand c'est temps de s'enfuir, on va pas laisser notre mère âgée qui est pas capable de s'enfuir, on va rester avec elle. Même chose pour nos enfants. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs femmes qui n'ont pas réussi à s'enfuir parce qu'elles avaient des personnes auxquelles elles s'occupaient. Donc, ça, c'est un petit exemple pour montrer un peu comment est-ce que des inégalités sociales qui sont déjà là, ancrées, par exemple, entre les genres, sont amplifiées en période de crise, comme par exemple ici, les changements climatiques. Pour finir, je donnerais peut-être un petit exemple parce que ce sont des enjeux qu'on voit ici aussi en Occident. Il y a moins de recherches qui sont faites pour démontrer l'impact différencié des changements climatiques dans les pays, je dirais, du Nord ici. Et la raison, c'est parce que généralement, ici, c'est nous qui créons les changements climatiques, puis ensuite, c'est ailleurs qu'on en a les effets. Mais de plus en plus, on a les effets différenciés d'un point de vue sociétal. Comme par exemple, le Conseil des Montréalaises, dans lequel je fais partie, on a fait une recherche sur l'impact différencié des changements climatiques sur les femmes à Montréal. Et c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment un lien. Comme je vous donne un exemple. Pour faire notre recherche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une carte de défavorisation matérielle et sociale de l'INSPQ. Et on l'a mixé avec une carte des îlots de chaleur et des inondations à Montréal. Puis déjà, on a vu une correspondance parfaite sur 11 arrondissements à Montréal. Donc déjà, il y a un lien entre la défavorisation et les îlots de chaleur. Ça a un impact, par exemple, sur le logement. Généralement, dans ces zones-là, c'est là qu'il y a le plus de mères monoparentales, mais qui vivent aussi dans des logements qui sont vétustes, qui sont mal entretenus. Ça a un impact durant les grands écarts de chaleur, comme par exemple durant les grands froids, ça coûte beaucoup plus cher de faire chauffer son appartement, ce qui fait que ça a un impact sur la santé des femmes et leurs enfants parce que généralement, ils sont obligés de moins chauffer. Donc, ça a un impact sur leur santé. Et durant les grandes chaleurs, l'appartement souvent devient vraiment étouffant, devient impropre vraiment au confort quotidien. Donc, on n'a pas le choix de sortir de son appartement pour essayer de se rafraîchir. Par contre, on voit qu'à Montréal, dans les quartiers les plus pauvres, il y a une grande inégalité d'espaces verts. Les espaces verts sont souvent dans les endroits qui sont les plus riches à Montréal. Donc, à ce moment-là, ces familles-là qui veulent faire jouer les enfants dehors, qui veulent se rafraîchir, avoir un îlot de fraîcheur, sont obligés de sortir de leur propre quartier pour être capables d'en profiter puis de pouvoir se rafraîchir durant les grandes chaleurs. Donc, on voit ici déjà une inégalité. Puis finalement, je finirai en abordant l'insécurité alimentaire. Donc, on sait que, par exemple, on vit dans une période d'inflation, mais le prix des denrées est non seulement augmenté en raison de l'inflation, mais aussi en raison des changements climatiques. Donc, en raison de, par exemple, sécheresse qu'on a vue en Asie du Sud, le prix du riz, par exemple, a augmenté. On voit la même chose avec dans le Midwest américain, le prix de la viande a augmenté en raison de grande chaleur. Ça a un impact ici sur notre
sur notre épicerie, ça a un impact sur les communautés les plus pauvres. Donc, nécessairement, les changements climatiques ont aussi un lien avec l'insécurité alimentaire ici au Québec. Donc voilà, j'irai pour ça, pour ma petite présentation, pour comprendre le lien. Merci beaucoup, Marianne Sarah. Et j'invite encore les gens, si jamais vous avez des questions ou des trucs pour aller plus loin, vous pouvez écrire dans le chat vos questions pour y revenir à la fin. On va avoir un peu de temps, donc c'est super. Donc, merci beaucoup pour un peu dresser un peu plus le portrait sur la question du genre et le lien avec les changements climatiques. Pour aller un petit peu plus loin puis faire peut-être les liens entre le financement et cette question-là, on va poursuivre avec Noémie. Donc, tu rentres de la Bolivie, ça fait pas si longtemps. J'aimerais peut-être commencer avec ça. Donc, concrètement, sur le terrain, ça ressemble à quoi ce type de projet? Donc, la parole est à toi. Oui, vous m'entendez toujours bien parce qu'il y a il y a des bruits autour, mais OK, parfait. Oui, ben c'est ça. En fait, je reviens d'un mandat de 3 mois en Bolivie, dans la ville de La Paz. Puis, vraiment, moi, c'est sûr que j'ai vécu une expérience de volontariat international dans un contexte urbain. Donc, les enjeux sont vraiment différents. C'est sûr que ça reste une ville où c'est un endroit qui est quand même relativement organisé, fonctionnel. Fait que ça, c'est sûr que c'est important de le mentionner, mais reste que quand même les enjeux en Bolivie, les enjeux sur les questions de genre et tout ça, ça reste quand même très présent. Puis je l'ai vu tout au long de mon mandat. C'est sûr que les femmes ont encore ce rôle traditionnel-là que Marianne Sarah parlait, d'avoir vraiment plus souvent la charge des enfants, d'avoir toutes les tâches familiales et tout ça à s'occuper en même temps qu'elles travaillent parce que en contexte urbain, ben, ces femmes-là n'ont pas seulement le rôle familial, elles ont aussi un travail à temps plein à faire. Donc, ça fait en sorte que la charge de travail, la charge mentale et tout ça est vraiment présente. Puis, ben, c'est ça. Je dirais qu'en Bolivie, j'ai eu la chance de travailler avec le gouvernement municipal de La Paz. Donc, il y a vraiment plusieurs enjeux qui sont soulevés aussi au niveau du tourisme parce que j'étais avec l'unité du tourisme. Fait qu'on a vu plusieurs enjeux par rapport à ça aussi là-dedans. C'est ça, grosso modo. Et sinon, est-ce que tu voudrais un peu nous donner un exemple de le financement qui tient en compte l'approche du genre? Euh, qu'est-ce qui s'est fait dans ton ONG comme le ceci? Oui, ben, peut-être qu'avant ça, je reviendrai un petit peu plus sur les bases là, de l'aide internationale féministe au Canada. Donc, il y a une politique d'aide internationale féministe du Canada, donc par le gouvernement canadien, qui a bien sûr comme principal champ d'action l'égalité des genres et le renforcement de pouvoir des femmes et des filles. Puis cette politique-là est entre autres derrière des programmes de financement puis des lancements d'initiatives qui ont pour but de réduire les inégalités et de permettre aux femmes et aux filles d'avoir un accès plus équitable aux ressources. Donc, c'est de là que proviennent certaines ONG comme le CECI, le Centre d'études et de coopération internationale pour qui je travaillais. Puis sinon, ben, du côté du Québec aussi, là, on peut regarder au niveau provincial, il y a aussi un programme de coopération climatique internationale qui a des critères à respecter. Les projets qui sont soumis, en fait, ont des critères à respecter pour renforcer les capacités des communautés locales et en particulier les femmes. Puis je voulais aussi, avant de parler de ceci, j'aimerais ça parler aussi de l'additionnalité des fonds, parce que ça, c'est vraiment un enjeu. Là, je vais essayer de l'expliquer le moins technique possible. Mais en fait, c'est que dans la politique d'aide internationale féministe du Canada, il y a un champ d'action qui porte sur la promotion de l'environnement et l'action climatique. Mais ça reste que c'est pas super clair, à mon avis, si l'objectif, c'est vraiment la redevabilité envers les pays des Sud, comme Denis parlait, ou si c'est seulement une orientation de la politique qui vise grosso modo à associer lutte au changement climatique et questions de genre. Donc, pour m'expliquer un peu là-dessus, souvent, ce qui arrive, c'est que les pays donateurs, par exemple le Canada, vont ouvrir des programmes de financement dont le but peut être, mettons dans ce cas-ci, de financer des projets qui visent l'égalité des gens, comme par exemple ce que le CECI va faire sur le terrain en Bolivie. Donc, mettons, il y a 200 millions de dollars qui vont pour des projets qui visent l'égalité de genre. Sauf qu'après ça, si le Canada décide de prendre des nouveaux engagements sur la scène internationale, par exemple dans le cadre des COP, pour financer cette fois-ci des projets de lutte au changement climatique, bien là, si ce nouvel engagement-là, ça ne fait pas en sorte qu'il y a des nouveaux fonds qui sont débloqués, mais qu'on utilise les mêmes 200 millions de dollars qui avaient déjà été prévus pour l'égalité de genre, bien, les montants ne s'additionnent pas. Donc, c'est un engagement qui était existant, puis on l'a étiqueté une première fois comme égalité de genre, puis là, on va l'étiqueter une deuxième fois comme financement climatique. Fait que ça, c'est vraiment un enjeu qui est vraiment important de souligner.
Puis c'est ça. En fait, souvent, ce qu'on remarque, c'est que ce sont les ONG qui sont en charge de faire des projets comme ceux en égalité de genre. Donc, un ONG comme le Ceci, c'est certains qui ont des objectifs, puis ils ont vraiment ils ont vraiment leur vision, leur mission au complet est vraiment basée sur renforcer les capacités des femmes et des filles. Puis même, je dirais plus les peuples autochtones aussi et tout ça. Donc, les communautés locales. Fait que je pense que il ne faudrait pas seulement dépendre d'elle pour faire ça, parce que ça prend des fonds spécifiques plus globaux dédiés à la question. Mais c'est sûr que ça reste, les ONG ont vraiment une perspective de réalité terrain. Quand elles sont implantées dans des pays comme la Bolivie, c'est sûr qu'ils ont des relations privilégiées avec des partenaires locaux, puis ça fait en sorte qu'ils ont vraiment un impact. Mais je pense qu'au niveau plus global, par exemple, au niveau du Canada, s'il n'y a pas de fonds plus globaux où il n'y a pas d'orientation précise qui sont faits quand on débloque des montants, par exemple, dans le cadre de la lutte au changement climatique, ben il n'y a pas de façon qu'on peut s'assurer que vraiment les questions de genre soient prises en compte. Fait que pour revenir sur ce que je disais par rapport au ceci, je pense qu'on peut dire que les projets sont vraiment élaborés selon une approche de justice climatique féministe. Puis ça, ben, ce qui est bon là-dedans, c'est que ça fait en sorte que la question des changements climatiques est vue comme un problème social complexe, comme Marianne Sarah l'expliquait tantôt. Puis à travers une analyse intersectionnelle des relations de pouvoir, ben, ça fait en sorte qu'on considère les groupes marginalisés, puis aussi les personnes les plus impactées comme les femmes. Fait qu'une ONG a cette capacité-là d'avoir cette lunette-là de OK, on va vraiment s'assurer que les communautés plus vulnérables soient prises en compte. Puis selon cette approche-là, ben, le Ceci fait aussi plein de projets qui sont vraiment plus reliés à l'adaptation au changement climatique en faisant des femmes des actrices vraiment essentielles au déploiement des projets. Puis, pour donner un exemple, je sais que dans des pays d'Afrique, il y a des projets du ceci en milieu agricole, en agroforesterie. Puis, les femmes sont vraiment celles qui prennent les décisions à tous les niveaux. Fait que ça vient un peu répondre à ce que Marianne Sarah disait, c'est que dans ces cas-là, on ne fait pas juste s'assurer que les femmes sont présentes, on s'assure qu'elles prennent aussi les décisions, que ce sont elles qui prennent le pouvoir des projets. Fait qu'après ça, il y a pas. Il y a moins de façons. Il y a peut-être pas, mais il y a moins de façons qu'un homme puisse revenir derrière puis dire ah ben nous, finalement, on décide de faire ça de cette façon-là parce que ce sont les femmes qui étaient derrière le projet. Fait que voilà. Puis ben, je voulais donner un petit exemple par rapport à la Bolivie pour bien illustrer mon point sur l'importance de financer des initiatives de femmes. Ce que j'ai rapidement compris pendant mon mandat en Bolivie concernant les ressources financières, c'est que, en fait, les ressources financières dans un pays du Sud comme la Bolivie, ben, ça se débloque pas dans un claquement de doigts. Puis, du genre, comme ici, au Québec, des fois, on va avoir des villes, des gouvernements qui vont dire ah, on a débloqué 3 millions de dollars pour tel projet. Ben, dans un pays comme la Bolivie, ça n'existe pas, ou en tout cas, c'est pas mal rare. Puis, si on veut quand même se donner les moyens de s'adapter au changement climatique, ben, on doit inévitablement se tourner vers les savoirs traditionnels qui vont nous mener vers des solutions qui sont moins coûteuses, pas nécessairement technologiques. Puis ça, ben, ça nécessite de travailler avec les communautés locales, des communautés de femmes qui ont des solutions. Parce que si on arrive en tant que pays du Nord, puis on applique notre façon de faire, ça va nécessairement, avec notre perspective, souvent, ça va nécessairement coûter plus cher, ça va être orienté vers des solutions technologiques qui n'ont rien à voir avec les vrais savoirs des personnes qui sont déjà dans le pays puis qui savent comment leur truc fonctionne. Donc, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Ben, merci beaucoup pour cette perspective et puis de ton partage d'expérience. Donc, merci beaucoup pour ça. Ça fait un peu le tour de quoi on voulait parler avec les différents panélistes, mais on pourrait rentrer dans une discussion un peu plus organique entre vous trois si vous le désirez. Je vois pas de questions dans le chat, donc j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être juste réagir les uns aux autres, peut-être avec qu'est-ce qui a été abordé à date. Je ne sais pas si vous avez des choses aussi que vous voulez rajouter par rapport à vos interventions. Mais sinon, j'invite les gens dans le chat, allez-y avec vos questions. Vous pouvez aussi lever la main. Je pense qu'on peut vous donner la parole aussi directement. Donc, si c'est plus facile de le faire comme ça et que vous n'êtes pas trop gêné, lancez-vous. On est là pour répondre à vos questions. Moi, j'aurais peut-être une petite question pour Denis et Noémie. En fait, moi, je me rappelle quand, durant la COP 26, tu sais, j'avais regardé, il y avait une journée complète qui avait été dédiée au genre. Et puis, moi, j'ai regardé en live sur YouTube. Puis moi, j'étais vraiment surprise de voir les commentaires en live sur YouTube, tu sais, à la COP, qui étaient souvent misogynes, là, tu sais, puis qui comprenaient pas le lien, qui trouvaient ça ridicule là, qu'on fasse un moment spécial sur le genre à la COP.
Puis j'étais curieuse de voir, tu sais, sur le terrain, vu que vous êtes là-bas, est-ce que vous voyez cette ouverture-là à aborder les enjeux différenciés, intersectionnels des changements climatiques? Est-ce que vous voyez que c'est moins un tabou, par exemple, qu'il y a 2 ans? Ben, nous, ça ne fait pas encore 24 heures qu'on OK. qu'on est d'ici, donc c'est un Ouais, peu dur dur à à dire. évaluer. Mais ouais, mais il y a quand même, c'est ça, on s'est promené pour apprivoiser le site un peu tout à l'heure, puis il y a tout un pan, là, un pavillon là, consacré justement aux questions aux femmes et tout ça, puis il va y encore avoir une journée sur l'égalité des genres. Fait que moi, j'ai l'impression que euh, c'est toujours très insuffisant ce qui se fait par rapport à l'égalité de genre là, en matière de climat, puis dans les cas, puis dans la représentation des femmes dans les instances de gouvernance climatique. Là, c'est ridicule là, qu'on ne soit pas encore à un niveau proche d'une parité. Là. Ouais. Donc, mais je pense que le thème est bien incrusté là, dans c'est d'une COP à l'autre, c'est pas remis en question, même dans un endroit comme ici où ça aurait peut-être pu l'être. Mais non, ça reste à l'agenda. Après ça, effectivement, comme tu dis, là, la section des commentaires pendant une séance sur l'égalité des genres, Ouf. on a souvent l'habitude de se parler entre nous, puis ça devient des débats des fois assez pointus, mais on oublie que c'est ça, il y a quand même un grand pan de la population pour qui c'est pas gagné, là, cette idée-là d'égalité des genres, puis bon, comme thème. Là, donc, ouais. Surtout en lien avec le Mais, changement climatique, les gens connaissent pas le lien, tu sais, fait qu'ils le trouvent quasiment niaiseux, tu sais. mhm. Mais c'est ça, je pense que effectivement, premièrement, entre pays des Sud et pays des Nord, des fois, c'est plus difficile de voir. Pour les pays du Nord, c'est plus difficile de voir dans les pays des Sud que des fois les rôles traditionnels sont encore très présents puis tout ça. Mais je voulais aussi ajouter que tantôt, on est allé dans le pavillon qui était surnommé Jeunesse, Femmes et il y avait un autre truc, et genre, Jeunesse, Femmes et Genre. Puis il y avait juste des universités qui étaient techniquement plus en lien avec des jeunes, mais j'ai comme pas trouvé encore de pavillon qui était vraiment relié aux femmes et au genre. Donc, Ok. ça déjà, va falloir chercher, là. J'imagine qu'il y en a, mais Ben ça, ouais, c'est ça. Nous, là, présentement, on est pour ceux qui ne connaissaient pas bien la COP, là, c'est divisé en 2 zones, une zone bleue et une zone verte. On est dans la zone bleue parce que nous, on fait partie des privilégiés qui ont réussi à avoir des badges. Et donc, c'est une zone, c'est beaucoup plus les gouvernements, les agences de l'ONU et tout ça, ça coûte très, très, très cher d'avoir un espace ici. Donc, les ONG ne sont pas bien représentées du tout là, Ouais. dans la zone bleue. Par contre, autour, il y a une zone verte qui est accessible à tous, dans laquelle on n'a pas pu aller encore parce que c'est notre première journée. Mais normalement, c'est là qu'on devrait voir beaucoup d'organisations de la société civile, des groupes de femmes. Euh, on devrait en voir beaucoup plus là-bas. ouais. Mais dans la zone bleue, effectivement, c'est pas. C'est plus, c'est ça. Quand il y a de la société civile, c'est souvent des groupes universitaires. Mhm. Mais merci pour cette interaction. Marie, tu as levé la main, mais je pense que c'est pour les questions dans le chat, hein, c'est bien ça? Non, je voulais juste Ah, intervenir. Aussi, j'ai eu quelques petits insights sur les premières journées aussi. Puis tu parlais justement, Denis, du fait que les femmes au niveau aussi gouvernemental, puis qui pourraient être présentes à la COP en tant que dirigeantes, sont assez peu représentées. Puis justement, au sommet des chefs d'État, il y avait 77 dirigeants qui étaient présents, puis il y avait seulement 7 femmes qui étaient là. Donc, ça prouve aussi que même dans l'espace, au sein même de la COP et les espaces gouvernementaux, les femmes sont pas assez représentées. Puis ça peut justement créer différents enjeux. Tu sais, c'est important de garder ces chiffres en tête. Mais, mais on peut Tu sais, Denis, t'es. Ouais, ouais. ouais, excuse-moi, ouais, mais c'est ça. Ben, puis il y a la question des personnes élues. Tu sais, à un moment donné, si ton premier ministre, ton président a été élu, bon, c'est un homme, c'est celui qui t'envoie, mais tu sais, les équipes de négociation, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas plus de femmes. Là. C'est pas on peut facilement ajouter des gens, là, des femmes à ces équipes-là, mais même dans les équipes de négo, ce qu'on voit souvent, c'est que c'est des hommes là, qui font partie en très, très grande majorité. Là, c'est pas 40-60, il y a vraiment une grande, grande majorité d'hommes. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut. Parce que c'est le même principe que si les gens ne sont pas là pour porter leur voix, ben, c'est ça, la voix des femmes est moins forte parce qu'il y en a moins aussi. Là, puis c'est la même chose avec les jeunes, puis d'autres groupes qui ont moins d'espace là, pour s'exprimer. Dans le chat, j'avais des questions par rapport à la croissance de la migration climatique. Donc, c'est une question peut-être plus vers Marianne Sarah, mais on demandait aussi savoir en Bolivie s'il y avait aussi cette croissance de la migration climatique. Donc, je ne sais pas si on peut développer un peu sur cette question-là, puis peut-être dans une perspective de
les 5 dernières années, comment ça a évolué, peut-être les 5 prochaines ou le futur, qu'est-ce qu'on pourrait voir. Donc, Marianne, Sarah, je te passe la parole. Ouais, ben c'est une super bonne question, vraiment pertinente. Puis c'est important de l'aborder parce que justement, tu sais, les données qu'on a démontrent que c'est un enjeu qui va être planétaire, là. Juste pour vous donner une idée, par exemple, en ce moment, il y a énormément de migration climatique. C'est juste que ceux qui migrent le font généralement à l'intérieur des frontières. Je pense que c'est 2 tiers de toutes les migrations climatiques sont à l'interne, pas à l'externe. Puis à l'externe, je parle quand on sort, qu'on va à l'international de notre pays. La raison, c'est parce que généralement, les personnes, quand elles doivent fuir en raison d'une catastrophe climatique, elles ne veulent pas quitter leur chez eux. Elles veulent quitter le temps de pouvoir revenir une fois que les choses se sont placées. Tu sais, ce sont chez elles, elles veulent retourner chez eux. C'est la raison pour laquelle la plupart des migrations climatiques sont à l'interne. En Inde, c'est pratiquement juste ça. Puis une autre raison, c'est parce que ça coûte super cher changer de pays. Je veux dire, la plupart du temps, c'est des gens qui sont les plus vulnérables, qui sont touchés par les changements climatiques. Ce sont des agriculteurs, ce sont des gens qui vivent sur des terres, qui n'ont pas d'argent, qui ne peuvent pas déménager puis s'en aller dans un autre pays. C'est une des raisons pour lesquelles aussi, ici, on n'a pas encore vraiment de migration climatique. La raison, c'est juste parce que ça coûte bien trop cher de s'enfuir en raison d'une catastrophe climatique et le statut de réfugié climatique n'existe pas. Donc, il y a énormément de migration climatique, énormément de mouvements en raison des changements climatiques, mais c'est vraiment pour l'instant à l'intérieur des frontières. Par contre, si on se fie, la NASA a sorti des chiffres, l'OMS aussi, sur les mouvements qui sont en train de se créer en raison des changements climatiques. Tu sais, la NASA estime que d'ici 2050, donc ça c'est bientôt, là, il se pourrait que l'Asie du Sud ne soit plus habitable comme elle l'est en ce moment, que plusieurs soient obligés de quitter en raison des changements climatiques parce que ce serait plus habitable. Mais si c'est le cas, on n'aura pas le choix d'aller à l'extérieur des frontières. On s'entend que l'Asie du Sud, c'est là qu'il y a la plus grande population du monde. Donc, ça va impliquer nécessairement des grands changements. On parle même de changements planétaires, de mouvements planétaires en raison des changements climatiques, justement parce qu'il va y avoir des zones qui seront plus habitables d'ici peut-être une 50aine d'années. Donc, pour l'instant, c'est à l'interne, mais il faut garder en tête, par exemple, que même d'ici 5 ans, ça va changer, puis d'ici environ 50 ans, mais le portrait mondial en ce moment de la Terre pourrait être complètement différent d'un point de vue populationnel en raison des changements climatiques. Et ça, juste pour rebondir là-dessus, parce que je l'ai vécu aussi même au Sénégal, parlant des mouvements de population, ça se voit directement dans les villages. Donc, c'est pas nécessairement qu'ils vont quitter le pays, mais c'est qu'ils vont avoir des villages qui vont, à cause de la sécheresse ou des problèmes d'érosion hydrique, ben, ils vont venir se greffer à d'autres villages, justement le temps que, soit parce que c'est plus habitable ou le temps que l'environnement se régénère, mais ça peut même créer des tensions justement sociales si c'est différentes ethnies qui habitent pas ensemble naturellement, donc et aussi des mouvements vers les villes, donc c'est déjà effectif maintenant. Je sais pas, je lance la parole à Noémie si tu veux embarquer. Je sais pas si tu as eu l'opportunité de réfléchir aux questions de migration climatique en Bolivie, sinon je vais juste passer à la prochaine question, mais je t'ouvre la porte, Noémie. Ben, au niveau de la migration climatique, peut-être un peu moins, mais un point, par exemple, qui est vraiment important, c'est que, tu sais, mettons, en Bolivie, un des impacts des changements climatiques qui est le plus important, c'est la pénurie d'eau parce qu'il y a comme 8 mois dans l'année où il n'y a vraiment pas de pluie du tout, c'est super sec. Puis, ça fait en sorte que ça, c'est vraiment un impact qui est difficile de contourner parce que c'est juste pendant une période de l'année. Fait qu'encore là, on essaye de trouver des solutions. C'est souvent des moyens du bord pour essayer d'avoir un petit peu, de réussir à se faire une réserve, puis tout ça. Puis, fait que ça implique pas nécessairement un mouvement, ça implique pas nécessairement de migrer ailleurs, mais ça implique par contre aux femmes de devoir trouver des solutions pour le temps que ça dure. Puis ça, c'est comme un événement climatique qui se répète d'année en année. Fait que oui, il y a moyen de trouver des solutions qui vont pouvoir se réutiliser d'année en année, mais ça reste vraiment un problème qui est directement relié aux questions de genre parce que c'est ça, c'est les femmes qui sont aux prises avec ça. Là. Mais justement, avec cette question-là, donc je remercie Caroline pour la première question. La question de Molly, maintenant, c'était comment les femmes apportent des solutions et une approche différente en termes d'adaptation au changement climatique, comment les femmes influencent leur communauté. Donc, question pour tous, je ne sais pas si ça vous interpelle. Oui, ben moi, je peux en parler un petit peu. Moi, j'ai fait mes recherches en Inde. Au départ, je les ai faites. Là, je me suis plus migrée vers le milieu urbain, mais à la base, c'était vraiment plus dans le milieu rural. Puis, tu sais, je disais tantôt que les femmes sont souvent à 70% les seules responsables des terres. Puis, c'est comme ça en Inde, mais c'est comme ça aussi en Afrique. Et puis, nécessairement, c'est sûr que si tu es seule sur tes terres, c'est toi qui dois s'occuper de ton espace de vie, ben, tu développes des outils, tu développes un savoir
puis une connaissance à travers le temps, à travers ton expérience. Puis ça veut dire que, parce que ce sont les femmes qui sont les seules responsables, bien souvent, elles développent vraiment des bonnes idées, des outils. Le problème, c'est qu'il y a très peu de financement pour mettre en lumière toutes ces belles initiatives-là. Par contre, il y a des exemples de femmes qui ont développé vraiment des bonnes façons de faire préserver leur terre avec les changements climatiques, puis qui ont réussi à le partager à d'autres femmes. Donc, c'est sûr que ça reste quand même très embryonnaire. Il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de financement pour ces affaires-là. Souvent, dans les milieux ruraux, il n'y a pas vraiment de réseau social, on s'entend, là, tu sais. Déjà, je disais tantôt que les femmes avaient de la misère à avoir un cellulaire. Imaginez devoir, tu sais, comme trouver sur... Bref, c'est très difficile de partager ces idées-là. Mais là où il y a quand même un certain... certaines organisations pour partager la parole des femmes, on voit vraiment qu'il se crée des réseaux de solidarité à travers des solutions qui existent. Comme par exemple, il y a des femmes sur leur terre, elles ont réalisé que durant les grandes sécheresses, ben, toutes leurs pousses mouraient en raison de problèmes de mousson. Là, on estime que la mousson a diminué à certains endroits de 30%. Ça, la mousson, c'est quand il pleut là, à peu près 24 heures sur 24 pendant environ 3 mois. Donc, pour faire face à ça, il y a des femmes qui ont créé des jardins suspendus. Donc, c'est-à-dire que c'est des espèces de jardins suspendus où on fait pousser les plantes, puis quand elles sont bien prises, à ce moment-là, on peut les mettre dans le sol. Donc, ça permettait d'éviter toute la grosse chaleur du sol en suspendant les jardins. Donc, ça, c'est une initiative qui a été développée par une femme, puis ensuite qui a été partagée à d'autres femmes. Puis il y a de plus en plus de personnes, par exemple au Bangladesh, qui commencent à faire ça, mais ça vient des femmes. Il y en a une autre qui a réalisé que la période de temps pour prendre soin des semences avait changé. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée chercher toutes sortes de bouteilles en plastique qui étaient jetées. Donc, en Inde, il y a un gros enjeu de déchets. Donc, elle a vidé dans les déchets toutes sortes de bouteilles de plastique. Puis c'est là-dedans qu'elle a commencé à faire partir ses semis. Puis à ce moment-là, ça a permis de rallonger un peu la période de semences, étant donné que l'été arrive beaucoup plus vite en Inde. Juste pour vous donner une idée, là, il y a 2 ans, absolument l'été arrive au mois de juin, mais il y a 2 ans, c'est arrivé au mois de mars. Donc, à ce moment-là, il faut comme trouver des solutions. Donc, il y en a des femmes qui ont des solutions. Puis, ce qui est intéressant, c'est que on remarque que les femmes ont tendance à beaucoup se mobiliser pour l'environnement, justement, je disais, parce qu'elles entretiennent un lien privilégié avec l'environnement, mais ça implique qu'elles ont tendance à se regrouper puis se donner davantage d'idées, de solutions. Donc, ça, c'est 2 exemples, mais il y en a d'autres aussi. Là, même au Sénégal, il y a le mouvement de la ceinture verte, qui est un mouvement de plantaison d'arbres. Donc, il y en a quand même plusieurs dans le monde. C'est juste que c'est sûr qu'il manque de financement pour être capable de les mettre à la lumière. Moi, je Ouais, Denis, rebondirais. ouais, Je vas-y. rebondirais un petit peu justement par rapport au financement pour y revenir. Là, dans le fond, tous les fonds climatiques multilatéraux là, au niveau de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques là, qui héberge les COP, ça diffère tellement d'un fonds à l'autre. Puis ce qui est vraiment un élément qui est vraiment important à prendre en compte, puis souvent, c'est pas d'office que c'est pris en compte par ces fonds-là, c'est une approche intersectionnelle. Par exemple, dans le cas du fonds d'adaptation, lui, dans le cas de ce fonds-là, il y a une politique de genre qui dit explicitement que ça prend des approches intersectionnelles dans les interventions climatiques. Fait que ça, c'est une belle victoire, mais au contraire, si on regarde le Fonds vert pour le climat, qui, lui, au départ, avait été le premier fonds climat qui avait initié le financement avec des éléments d'une approche en beau genre, aujourd'hui, sa révision n'arrive pas à intégrer une approche plus loin qu'une approche binaire de genre, donc pas d'approche intersectionnelle. Puis ça fait en sorte justement qu'il y a beaucoup de femmes qui se trouvent à l'intersection de plein de choses qui auraient besoin d'un financement qui convient à leurs besoins directement. Donc, même si, par exemple, elles n'ont pas eu une éducation de base, même si il y a plusieurs éléments qui font en sorte qu'elles sont plus vulnérables, bien, ces fonds-là n'arrivent pas à les atteindre. Fait que ça rend le travail encore plus difficile pour ces femmes-là qui déjà ont de la misère à avoir un accès. Donc, c'est ça. Je pense que c'est important de se Juste pour rebondir, parce que je pense que c'est un élément central de la discussion sur le financement puis le genre. C'est très. Ce qui arrive souvent, vous entendez les financements qu'on annonce, c'est des centaines de millions et tout. Puis c'est ça, ces financements-là atterrissent rarement dans les mains des communautés qui sont en première ligne et notamment dans les mains des groupes de femmes. Et il y a différentes raisons, mais c'est notamment parce que c'est, par exemple, pour des fonctionnaires, c'est beaucoup plus facile de gérer 3 projets à 40 millions chacun que de gérer une multitude de petits projets parce que tu peux pas faire un projet avec un groupe de femmes au Burkina à 30 millions. C'est
c'est pas, ils peuvent pas absorber un montant comme ça. Et c'est plus de travail de subdiviser ça en plus petits projets, ce qui serait, à mon sens, en tout cas, personnellement, beaucoup plus bénéfique si on arrivait à travailler avec des plus petits montants que les communautés pourraient absorber pour mettre en œuvre des projets, et en particulier les groupes de femmes. Mais on n'y arrive pas à cause de toutes sortes de problèmes de gestion. Puis, donc, c'est ça. Fait que on le voit là, dans certains programmes. Là, on nous dit il y a 5 millions, mais on va financer 2 projets. Au lieu, on pourrait en financer beaucoup à 100 000 qui auraient des bénéfices là, vraiment importants sur le terrain, mais c'est trop compliqué bureaucratiquement, entre autres. Donc, fait que c'est ça, il y a la question centrale de même l'argent qui est là, qui n'est pas à la hauteur, atterrit pas dans les mains des bonnes personnes. Là, ensuite, j'ai des questions, mais je suis pas sûr de les comprendre. Donc, je sais pas si, Caroline, tu veux reformuler ta question. Même chose pour Rachel. Donc, je vous ouvre la porte, mais j'arrive pas à lire bien vos questions. Peut-être que Marie, tu peux m'aider avec ça. Oui, est-ce que je pourrais donner la parole à Rachel, puis je peux vous donner la parole, puis vous Sans allez pouvoir expliquer problème. votre question. Je vais pouvoir ouvrir votre micro. Oui, bonjour, Rachel Jouan, je vous appelle de France. Je suis consultante en adaptation au changement climatique, experte de ça depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, moi, ma question, c'était, effectivement, c'est très intéressant. Moi, j'ai noté aussi, pour avoir fait un accompagnement en Bangladesh, ce qu'a noté Marianne, hein, sur les femmes qui se noient dans leurs robes, parce que d'une part, elles ne savent pas nager, et aussi, elles n'ont pas l'autorisation de quitter là où elles sont. Donc, c'est vraiment très... Enfin, pour nous, c'est vraiment très étrange, hein. Mais voilà, moi, j'avais aussi une question sur, dans votre annonce de la session, on a bien compris, et vous l'avez bien défini, que les femmes sont plus vulnérables, mais en effet, vous avez aussi dit que, et en même temps, elles sont plus actives, elles sont plus mobilisées, voilà, elles sont plus organisées, etc. Donc, est-ce que vous avez d'abord comment dirais-je, des raisons pour cela? Enfin, moi, j'ai ma petite idée, mais c'est vous les experts. Et d'autre part, nous donner aussi des exemples, quelle forme ça prend, cette auto-organisation des femmes, par exemple. Oui, ben déjà, moi, ce que je trouvais très intéressant, par exemple, quand on regarde les données sur, par exemple, ceux qui se mobilisent pour les changements climatiques, on remarque à ma grande surprise qu'il y a plus d'hommes qui sont climato-sceptiques que de femmes. Donc ça, déjà, ça m'a fait en tout cas, ça m'a fait un peu sourire, là. Mais une des raisons, ça pourrait être, entre autres, parce que, ben, comme je disais tantôt, les femmes entretiennent un lien privilégié avec l'environnement en raison des tâches qui leur sont dévolues de façon générale. Donc, c'est elles qui vont davantage avoir la charge mentale de faire l'épicerie, qui voient les prix gonfler. Ça, c'est par exemple en Occident, qui voient davantage, qui doivent s'occuper davantage des personnes à charge quand il y a des écarts de température, quand il y a un problème à ce niveau-là. Mais c'est sûr que après, ce lien-là est encore plus important quand on regarde ailleurs dans le monde. On parlait tantôt vous parliez de mobilisation, mais tu sais, je disais que les premiers mouvements écoféministes, ils viennent de l'Inde, en raison justement parce que tu sais, tout ce qui est bois, tout ce qui est terre, tout ce qui est eau, c'est vraiment les femmes qui s'en occupent, mais ça, c'est l'environnement. Donc, elles entretiennent un lien où elles savent qu'il faut en prendre soin de l'environnement, sinon elles ne peuvent pas prendre soin de leur famille. Maintenant, pour ce qui est de la mobilisation qu'on peut voir ici, ben, on le remarque, moi je me rappelle dans les recherches que j'ai faites ici à Montréal, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de femmes qui voulaient s'impliquer, qui voulaient faire des projets de verdissement, de jardinage, mais qui n'avaient juste pas de financement. Puis il n'y en a surtout pas dans les quartiers les plus pauvres, là où on en aurait le plus besoin. Mais il y avait un grand besoin aux femmes de se mobiliser. Donc ça sortait vraiment dans les entretiens qu'on a faits. Mais je dirais aussi qu'il y a beaucoup d'organisations, tu sais, je pense par exemple à Mères au front. Mères au front, c'est juste des femmes qui se mobilisent pour l'environnement. Donc, il y en a des regroupements de femmes vraiment qui veulent en prendre soin. Puis la raison, c'est vraiment parce que souvent, toutes les tâches qui sont la charge mentale des femmes, le travail, ce qu'on appelle le travail reproductif, là, c'est toutes les personnes à charge, puis c'est aussi tout le travail domestique, mais c'est beaucoup lié aux femmes, puis au travail invisible des femmes. Puis je dirais aussi que souvent, en ce moment, une des raisons pour lesquelles les femmes ont tendance à plus se mobiliser que les hommes, c'est que on a tendance à pelleter dans l'action individuelle
les choses qu'on peut faire pour améliorer l'environnement. Je vous donne des exemples. Quand on fait les lunchs des enfants, ben, éviter les trucs jetables, mais d'aller vers des trucs qui sont plus qui sont réutilisables, de recycler plus, de faire du compost, de faire des produits nettoyants DIY naturels faits avec ce qu'on a à la maison. Ça, c'est tous des exemples qui sont super, mais par contre, qui tombent vraiment dans le travail domestique qui est généralement dévolu aux femmes. Donc, tu sais, ça veut dire qu'on demande aux femmes davantage de prendre la charge des changements climatiques, mais sans vraiment structure autour, sans vraiment changement dans l'espace urbain, dans des décisions. Mais on demande vraiment aux femmes de changer leur comportement individuel, mais ça rajoute des tâches à la maison, ça rajoute beaucoup plus de complexité. Puis des fois même, ça coûte encore plus cher. Donc, c'est probablement une des raisons, moi, je dirais, pour laquelle il y a davantage de femmes qui se mobilisent pour l'environnement, parce qu'elles en sont souvent les responsables et on leur donne la responsabilité. Merci. Ensuite, il y avait la question de Rachel, donc, pardon, pas Rachel, Caroline, la suite. Donc, est-ce que la société civile offre le soutien nécessaire pour que les gens puissent retourner chez eux ou ils offrent uniquement des abris, refuges temporaires? Donc, je pense que c'était la suite de la question sur les migrations. Ben, je pourrais déjà répondre un peu parce que dans les recherches que j'ai faites, justement, je parlais de migration climatique. Et il y a des analyses, il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur comment est-ce que les gens sont accueillis. Tu sais, souvent, ça va être des refuges, des abris qui sont vraiment temporaires. Puis, tu sais, moi, je parle souvent de migration forcée. Tu sais, on peut pas parler de réfugiés climatiques, mais de migration forcée. De migration climatique forcée parce qu'on n'a pas le choix de bouger en raison des changements climatiques. Mais en contrepartie, je parle aussi d'accueil forcé parce que souvent, quand les gens bougent, là, ils vont bouger anyway. Ils vont pas commencer à cogner aux portes pour voir, oh, je peux-tu m'en venir? Sinon, ils vont s'en aller ailleurs. Ils vont juste rentrer à quelque part pour survivre. Ce qui fait que souvent, l'endroit, puis c'est en état de crise ou des fois, on peut pas prévoir, ce qui fait que souvent, l'endroit qui les accueille sont pas prêts à les accueillir. Ils n'ont pas toutes les instances qu'il faut. Ils n'ont pas toute la structure nécessaire. Ce qui fait que souvent, c'est aussi vu comme une agression de recevoir toutes ces foules de personnes-là parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Puis souvent, sont pauvres eux aussi. Ils n'ont pas les moyens pour les accueillir. Donc, ça veut dire souvent que les campements, les refuges sont vraiment impropres pour le confort des gens. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'espace pour les hommes et les femmes. Dans des pays où souvent les espaces sont vraiment divisés entre les hommes et les femmes, pour la sécurité des femmes, on recense énormément de violence envers les femmes dans ces espaces-là parce que leur intégrité physique et sexuelle est souvent pas respectée. Puis ça implique aussi que souvent, tu sais, je vous parlais souvent que c'est les femmes qui doivent s'occuper d'aller chercher l'eau, le bois, mais ça, c'est la même chose chez eux, mais quand ils sont dans le refuge, c'est la même affaire, sauf que là, ils sont obligés d'aller chercher ces denrées-là dans des zones qu'elles connaissent pas. Ça les met encore plus vulnérables de sortir seules dans un lieu qu'elles connaissent pas pour aller chercher ça. Donc, souvent, ces refuges-là, ces abris sont temporaires, sont faits vraiment rapidement avec très peu de moyens. Donc, ils sont souvent considérés comme étant très dangereux pour les femmes. Et la raison, c'est que souvent, ces espaces-là, ils se font dans l'urgence. On n'a pas le temps de les organiser, donc nécessairement, on ne peut pas offrir du soutien. Il y a très peu de fonds pour permettre l'adaptation climatique en état d'urgence. Je dirais que si on avait les pays occidentaux à aider, ce serait entre autres de donner du financement pour les abris, pour les refuges des gens qui se déplacent, et puis pour l'accueil des migrations climatiques. Donc, on arrive un peu à la fin. Il reste un petit 3 minutes. Je ne sais pas si on peut peut-être se laisser sur des mots d'espoir pour cette COP 28. Je ne sais pas si Marianne, Sarah, tu veux souhaiter quelque chose de spécifique à Denis, à Noémie, peut-être vos attentes, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir en lien avec la question du panel. Mais voilà, j'ouvre la porte. Peut-être Denis, Noémie, si vous voulez réagir. Ben c'est ça, je pense que en guise de conclusion, là, c'est de pas seulement dire qu'on met des gens autour de la table, qu'on veut avoir tel pourcentage de femmes ou tel pourcentage de peuples autochtones ou peu importe, c'est de vraiment mettre le pouvoir dans les mains de ces gens-là une fois sur le terrain, une fois que les fonds ont été non seulement débloqués, mais versés, qu'eux soient là pour prendre ces décisions-là, puis pour savoir dans quels projets ils ont besoin que les fonds soient versés. Fait que c'est vraiment de les rendre des acteurs incontournables dans la prise de décision en lien avec les fonds.
Puis, juste pour faire un petit parallèle, parce que je trouvais ça important de le redire, là, mais aussi pourquoi que les femmes, souvent, sont déjà là dans les raisons, dans les solutions à la lutte au changement climatique, c'est parce que elles ont souvent des solutions qui sont justement pas coûteuses, adaptées, en lien avec leur savoir. Puis ça, on le sait, c'est souvent plus les femmes qui ont les solutions en lien avec les changements de comportement, alors que les hommes vont plus avoir des solutions techniques, des solutions technologiques qui coûtent plus cher. Donc, pourquoi pas écouter des personnes qui connaissent leur territoire, qui ont des belles solutions entre les mains, qui sont plus faciles à implanter par des personnes qui connaissent les choses. Puis, c'est ça. On va peut-être faciliter la lutte au changement climatique si on le faisait de cette façon-là. Ben, peut-être moi, de mon côté, on est ici avec Noémie, mais vous savez que la question, on a une magnifique délégation de 5 jeunes femmes extraordinaires, militantes, articulées et tout, qui sont avec nous. Fait que, je pense que s'il y a de l'espoir, c'est beaucoup avec les actions de ces jeunes femmes-là qui, déjà, c'est la première journée, puis ils ont réussi déjà à interpeller genre 2 fois le ministre Guilbeault, le ministre Fitzgibbon. Les jeunes femmes ici, en tout cas, ils font beaucoup de travail. Donc, si on se laisse sur une note d'espoir, en tout cas, moi, je suis bien confiant que nos jeunes ici là, sont en train de porter les bons messages pour essayer de faire changer les choses. Merci. Puis honnêtement, c'est des moments privilégiés pendant les COP, justement, pour faire pression parce que on peut pas parler à nos élus nécessairement quand on est au Québec. C'est plus difficile de les interpeller. Mais là, quand on est à l'autre bout du monde, bizarrement, ça devient beaucoup plus facile d'avoir des moments privilégiés. Donc, je vous souhaite vraiment de tenter de prendre le plus avantage de ces moments d'échange-là et de cette opportunité-là. On reste des humains, des fois, d'avoir des discussions d'humain à humain. Peu importe notre statut social, notre poste, notre position, je pense vraiment qu'on peut passer des messages importants. Donc, je vous souhaite bonne chance pour la délégation de la COSI. Marianne, Sarah, un plaisir vraiment de poursuivre la discussion. Je t'avais découvert dans un podcast avec J22, le comité jeunesse du Lab 22, une discussion très importante sur l'écoféminisme. Donc, content d'avoir pu poursuivre la discussion ici aujourd'hui. Merci. Et merci à Dialogue pour le climat pour l'opportunité d'animer ce panel. C'était très riche échange et très intéressant de discuter de ces questions-là. Donc, merci aux personnes présentes et je pense qu'on peut se laisser sur cette note-là. Donc, Marie, je te repasse la parole. Merci beaucoup. Je vous ai mis dans le chat le restant de la programmation des dialogues pour le climat et merci énormément à tous les participantes à ce webinaire et à nos magnifiques panélistes et animatrices. Merci beaucoup, Denis, Noémie, Marianne, Sarah et Raphaël d'avoir été présents avec nous. Puis Noémie et Denis, j'imagine qu'on va se revoir dans les séances de débriefage. Donc n'hésitez pas à y participer aussi pour avoir les détails de la COP28, de ce qui s'y passe. Oui, je pense qu'il y a déjà Catherine là, qui est partie préparer son débriefage de tout à l'heure. Oui, c'est ça. Je la vois dans 2h30. Je suis avec elle. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.